Bonjour et bienvenue dans cette émission du 23 juin 2023 de ma web TV anthropologique sur laquelle je vous présente une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée. Je vous rappelle comme toujours que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la question de la guerre de l'information en lien avec cette question qui est souvent posée avec une certaine forme de désarroi. Que pouvons-nous faire ? J'avais conclu une récente émission sur ce constat, ils ne s'arrêteront que lorsque nous les arrêterons, étant donné qu'ils ont un projet et une intention très clairement définis, qu'ils savent où ils veulent aller et qu'ils veulent y aller à tout prix. Et donc effectivement, il est important de réfléchir à intervalles réguliers sur nos propres buts et les moyens d'action dont nous disposons ou que nous pouvons ambitionner d'acquérir. Rappelons aussi en passant, parce que ça n'est pas anodin, cette phrase de George Orwell, un grand penseur des réalités totalitaires, et qui lui avait dit de la manière la plus claire possible, un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, il est complice. Et nous sommes aujourd'hui sur cette ligne de crête. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cette passivité, cette lâcheté, cette complicité de 60% de la population, et puis d'un autre côté, il y a tout un processus extrêmement compétent et organisé d'ingénierie sociale qui fait que les gens, au fond, ne sont pas en maîtrise de leur libre arbitre dès lors qu'ils n'ont pas les moyens de comprendre ce dont il s'agit, et donc ils sont manipulés par un ensemble de stratagèmes que nous allons bien sûr continuer à décrire au cours de cette émission. Et donc je me réfère une fois de plus à cette phrase de Robert Malone, qui est un des inventeurs des technologies ARN messagers, qui est aujourd'hui dans la résistance de manière très claire, et lui montre comment nous sommes engagés en fait dans une guerre de 5e génération. Les guerres précédentes avaient pour but le contrôle du territoire, les formes de guerre contemporaines et celles que nous affrontons aujourd'hui a pour but la conquête de notre esprit. Le fait que nous soyons piégés, là encore, dans un ensemble de stratagèmes, et qui concerne aussi bien les personnes qui sont prises dans la doxa et qui deviennent donc des défenseurs inconditionnels de cette narration délirante, mais aussi nous-mêmes. Dans la résistance, entre guillemets, il faut savoir que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, déjà piégés à travers un monde d'algorithmes, d'une manière qui garantisse que notre nuisance soit limitée. Alors il y a cette fameuse photo qui a beaucoup circulé, où on voit un citoyen sous l'Allemagne nazie, c'était en 1936 à Hambourg, résister à l'emprise totalitaire et rester les bras croisés alors que tous les autres faisaient le signe de soumission au pouvoir hitlérien. Il s'agissait de August Landmesser, et c'est amusant parce que Landmesser, ça veut dire en allemand couteau du pays, mais le pays entendu aussi dans le sens de territoire, de terre. Land, c'est l'endroit où on vit. Et donc, ce monsieur, August Landmesser, l'auguste couteau du pays ou du territoire, a en fait refusé de faire le salut nazi parce qu'il avait épousé une femme juive et qu'il comprenait très bien ce vers quoi il allait. Il a été incarcéré dans un camp de travail lui-même, sa femme a été déportée et il ne l'a jamais revue. Et donc, il est vital de comprendre aujourd'hui que nous sommes bel et bien dans une ère de propagande totale. Alors, le grand spécialiste français de ces questions, David Colomb, lui nomme le fait que ces techniques de manipulation de l'opinion existent dans les dictatures comme dans les démocraties, et aujourd'hui presque encore plus dans les démocraties. Puisque dans les systèmes totalitaires, vous n'en avez pas vraiment besoin, il suffit d'avoir fait peur aux gens quant aux conséquences qui pouvaient naître du fait qu'ils osent s'opposer. Dans les démocraties, aujourd'hui, on est dans une propagande maximale. Et M. Colomb, dont j'estime énormément le travail, n'a à ma connaissance jamais analysé la propagande covidiste et belliqueuse de l'Occident, alors que quand même, toutes ces compétences pourraient être extrêmement utiles. Donc je ne sais pas si c'est juste parce qu'il a une zone aveugle à cet endroit, ce qui existe évidemment pour beaucoup de gens de bonne foi, ou parce que les risques pris aujourd'hui à s'opposer sont tels qu'il préfère ne pas aborder le sujet.
Je rappelle bien sûr le travail extraordinaire de Jacques Beauce, cet ancien colonel des services secrets suisses, qui lui s'est penché sur la manufacture du consensus dans l'opinion publique, et notamment ce livre qui a précédé les plus récents autour de l'Ukraine, qui est un sujet qu'il connaît sur le bout des doigts, étant donné qu'il a été officier de contact pour l'OTAN en Ukraine. Mais un livre précédent s'appelait « Gouverné par les fake news, conflits internationaux, 30 ans d'infox utilisés par les pays occidentaux », et où ce qu'il montre en définitive, c'est que sur toutes les questions géopolitiques et de politique internationale, tout ce que vous croyez savoir pour l'avoir entendu dans les médias de masse, dans les médias obsolètes, est parfaitement faux et précisément de la manipulation utilisée pour vous conduire à penser ce que vous pensez de bonne foi être la réalité. Et donc on est évidemment aujourd'hui dans la manipulation de masse dans le monde contemporain, avec ces principes qui ont déjà été explicités très en détail par David Colomb. Discréditer l'adversaire, ça n'aura échappé à personne. Prétendre servir l'intérêt général, c'est vrai qu'appauvrir, asservir et maltraiter la population, c'est bien sûr pour son bien. Mettre la science dans sa poche, elle est tellement achetable aujourd'hui que ça n'est pas très compliqué. Donner l'impression d'avoir l'opinion de son côté par toutes sortes de trucages et de manipulations. Donc je vous rappelle par exemple que la confiance faite par la population française dans ces médias aujourd'hui culmine à 29%. C'est-à-dire qu'il y a 71% de personnes qui savent que ce que vous lisez dans les médias, c'est la daube. Eh ben, on continue de faire croire que les gens, bien sûr, lisent la presse et trouvent leur travail journalistique remarquable. Faire peur aux consommateurs, bien sûr, tout ce qui risque de vous arriver si vous écoutez les dangereux complotistes. Faire diversion, alors soit avec des faits divers comme toutes sortes d'attentats salaces qui ont eu lieu, soit avec la disparition d'un malheureux sous-marin quelque part dans l'Atlantique, mais tout d'un coup ça vient obstruer les vrais débats de société et ce sur quoi l'opinion publique est en train de commencer à se mobiliser. Gagner les experts et décideurs à sa cause, là encore, c'est tellement facile de les acheter et il y a tellement de candidats sales types pour aller dire des horreurs sur les plateaux télé qu'ils ont un réservoir à peu près inépuisable. Et influencer les journalistes, c'est d'autant plus aisé qu'il n'y a, à vrai dire, à peu près plus de journalistes dans nos pays. Et tout ceci, bien sûr, au service d'un agenda dystopique, totalitaire. Là encore, il faut avoir de la purée de marron devant les yeux pour ne pas le voir. Et donc, faut-il rappeler que toute la presse actuellement dans nos pays, toute la presse mainstream, toute la presse privée, la presse publique dans les médias de référence sont totalement au service de la désinformation de la population. Donc je pourrais citer bien sûr la régie d'État en Suisse, la radio-télévision suisse, qui tout au long de la crise n'a pas donné une information véridique à la population. C'est aussi simple que ça. Donc c'est radical, et pour toutes les personnes qui ont compris comme vous et moi, c'est assez simple. Comment savoir si une information est vraie? Facebook la bloque, Twitter la supprime, ça c'est plus vrai aujourd'hui, Google la cache, c'est vrai, YouTube l'interdit à coup sûr, et les médias la qualifient de théorie du complot, donc ça nous met dans cette situation de la boussole sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que dès que Conspiracy Watch, la radio-télévision suisse, l'Express ou Libération disent quelque chose, vous pouvez être sûr que la vérité se situe à 180 degrés, à l'extrême opposé de ce qu'ils vous indiquent, et tout ceci dans cette réalité civilisationnelle désormais qu'Edward Snowden, qui est donc cet ancien agent de la CIA qui avait révélé les systèmes de surveillance de masse dont personne n'avait idée, et qui est réfugié aujourd'hui à Moscou, qui a risqué sa vie avec ces révélations, comme Julian Assange, et qui lui a résumé cela dans un aphorisme somptueux: vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d'exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge. Alors nous, on réalise aujourd'hui, c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés. Alors je pourrais vous donner tant d'exemples, on ne va pas s'appesantir, mais effectivement dans cette dimension délirante, donc par exemple récemment, une opération portée par la télévision en disant qu'il faut allumer son téléphone en vert pour sauver la planète. Ah oui, si tout le monde allume son téléphone, effectivement, ça sauve la planète. Vous voyez, on est dans le délire au sens psychiatrique du terme, je ne vous apprends rien, et tout ça porté bien sûr par des médias qui aujourd'hui sont eux-mêmes dans des fonctionnements pervers. Alors on sait comment la RTBF a un taux de suicide
épouvantable, et vous savez que plus une organisation est malsaine, plus ça génère de la casse auprès de ses employés. La radio-télévision suisse a été longtemps un repère de pédophiles dans une omerta totale, et avec des conduites de harcèlement. On apprend grâce à Off Investigation que bien sûr à BFM, on a une souffrance au travail énorme et avec Marc-Olivier Fogiel qui de nouveau présente toutes les caractéristiques de la tétrade noire. Donc c'est un milieu malsain au possible en lui-même et qui évidemment déploie un travail profondément malsain. À l'intérieur d'un plan de guerre de 5e génération, donc je vous rappelle comment aux États-Unis, mais la presse mainstream européenne n'en a pas parlé, on a vu effectivement qu'il y avait une entreprise de censure d'État organisée en direction des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Il y a une plainte actuellement d'un certain nombre d'États et de scientifiques parce que cette censure est totalement scandaleuse et illégale. Et puis Robert Kennedy Jr., qui en plus d'être candidat à l'élection présidentielle américaine, est surtout un avocat qui a gagné énormément de procès contre des mastodontes, notamment dans le domaine de l'environnement et de la santé, lui a porté plainte contre un congrégat de médias malhonnêtes, notamment les agences Associated Press et Reuters, le Washington Post, la BBC, mais on pourrait tout à fait rajouter l'AFP, l'agence France Presse, qui de nouveau fait un travail de propagande fasciste absolument sidérant. Fasciste, je rappelle que je ne l'utilise pas comme une insulte, mais dans sa définition de philosophie politique, c'est-à-dire la fusion de l'État et des grandes entreprises. Et évidemment qu'on le voit avec Macron en France, c'est quelqu'un qui n'est pas au service du pays, c'est quelqu'un qui n'est pas au service de la population, donc ni du peuple ni de la nation, mais des grandes entreprises dont évidemment il n'est que le valet. Et donc, voilà, l'AFP et les grands médias français aujourd'hui qui tous appartiennent à des oligarques et sont arrosés par Emmanuel Macron dans le cadre d'un système que l'avocat et activiste Juan Branco a décrit dans un livre qui s'appelle Crépuscule avec ce slogan tout à fait radical mais qui va à l'essentiel: ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Donc c'est ça, bien sûr, l'écosystème dans lequel nous baignons, avec une véritable industrie de la censure. Il y a un complexe industriel de la censure dans lequel on retrouve tout le monde, bien sûr, George Soros et son Open Society Foundation, Bill Gates, la fondation Rockefeller, BlackRock, Vanguard, tous les titres de presse, tous les réseaux sociaux, tout ce qui permet de façonner d'une manière ou d'une autre l'opinion publique, la publicité, les sondages, etc. Et avec pour but de nous maintenir dans l'ignorance de ce qu'il y a à savoir. Alors Jay Bhattacharya, ce très grand épidémiologiste de Stanford, lui, commentant le travail de Michael Shellenberger, qui est un auteur, écrivain et activiste américain autour de cette censure, confirme le fait que la censure, c'est ce qui fait en sorte que même si la propagande échoue, ou si tant est qu'elle risquait d'échouer, de toute manière, la population resterait captive de la narration délirante de la guerre de 5e génération. Alors évidemment, je vous ai rien appris à travers tous ces rappels. Et donc la question, c'est que pouvons-nous faire ? Alors, je reçois évidemment beaucoup d'invitations à participer à des initiatives politiques, à travers des associations, à travers des projets, à travers des demandes. Et je dois ici clarifier un point. Déjà, ça n'est pas mon univers. Je crois que chacun d'entre nous doit vraiment veiller à rester impliqué là où il se sent avoir une compétence et où il sent que son travail peut être utile. Et en ce qui me concerne, ça a toujours été ce travail d'éclairement des phénomènes et des processus qui les fondent, qui, au fond, est mon cœur de métier et ma passion dans l'existence. Les collectifs qui réfléchissent à comment faire bouger les choses, proposer une nouvelle constituante, organiser le fonctionnement de la société différemment, ne sont pas un univers dans lequel je suis à l'aise et je ne suis pas sûr que je pourrais y apporter grand-chose de convaincant, tout en étant conscient de décevoir toutes les personnes qui m'adressent des demandes en ce sens. Et puis, il y a quand même un ensemble de problèmes que je me sens obligé de partager avec vous en mon âme et conscience. J'ai participé à plusieurs réunions de collectifs issus des Gilets jaunes ou de rassemblements de bonne volonté, et ce que je vois, c'est que ces collectifs et ces initiatives restent encore totalement teintés
des manières de faire de la modernité qui est en plein effondrement. Et notamment parce que chaque personne ou chaque groupe arrive avec un projet. En disant, voilà, j'ai un projet en 120 propositions qui permet de renouveler la vie politique de fond en comble et d'adopter enfin un système sain. Et donc, chaque groupe ou chaque personne en vue arrive avec son projet. Donc, vous avez 10, 12, 15, 20 projets qui, j'en suis sûr, contiennent chacun des idées intéressantes. Mais le problème, quand vous avez un projet avec l'ambition d'avoir tout compris et d'avoir trouvé les bonnes réponses, c'est que vous pouvez que vous affronter aux autres, parce que l'autre, il a son propre projet, il a ses propres convictions, et donc ça entretient ce dialogue de sourds et cet affrontement politique, alors que la seule méthode, à mon sens, consisterait à n'avoir pas de projet. Parce que le projet, c'est la modernité. On veut arriver quelque part, on monte un projet, on définit les objectifs, on mobilise des outils et des ressources, et on le fait. Et comme le sait toute personne qui travaille en entreprise ou en institution ou dans l'administration, ça ne marche pas la plupart du temps. Parce que le réel ne se laisse pas soumettre à de l'intellect. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une vision de ce à quoi on veut arriver, ça ne veut pas dire que toute action soit nulle, j'ai moi-même monté des projets qui ont très bien marché, mais que le point de départ par rapport à cet effondrement du monde de la modernité, ça n'est pas de continuer à penser ce monde selon les mêmes logiques, mais d'arriver avec une méthode au lieu d'un projet. Quelle serait la méthode qui permettrait à toutes les personnes de bonne volonté, intelligentes, qui ont compris ce qui se passait, qu'elles soient de droite, qu'elles soient de gauche, qu'elles soient du centre, qu'elles soient d'ailleurs, de se rassembler pour co-construire ensemble quelque chose qui soit jouable et qui permette de ne perdre personne en cours de route. Parce que c'est quand même ça un des enjeux, essentiels. Et donc, ce que j'observe, bien à regret, c'est que déjà, on a tendance dans la résistance à reproduire les mêmes schémas mentaux alors même qu'ils sont devenus obsolètes, mais également que, et ça fait partie de la guerre de 5e génération, nous sommes aujourd'hui tellement clivés, tellement en conflit les uns avec les autres autour d'un ensemble de faits, que par définition, cet accord n'est pas possible. Vous savez que diabolos, en grec, ça veut dire celui qui divise, celui qui oppose. Et donc aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop opposés autour des questions de souveraineté, de subsidiarité, d'intention générale. Voyez, et les mots sont devenus des espèces de bombes, ou en tout cas des grenades. Et donc, je ne vois pas à ce stade d'accord qui me semble laisser espérer que quelque chose émerge. Cela viendra sans doute au cours du temps, le processus de destruction est en cours, et avant que quelque chose n'émerge, souvent il faut un peu de patience. Alors, revenons à l'essentiel. Ok, champ politique, il n'a pas l'air d'être ouvert, on est dans un espèce de cirque absolument dégoûtant à bien des égards, et notamment, pourquoi ? Parce que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon font autant partie du problème qu'Emmanuel Macron. Tant que ces gens obstruent toutes les possibilités d'émergence de quelque chose de juste et d'intelligent en voulant chacun se mettre en avant, nous maintenons le système dans quelque chose de profondément dégénéré, et il n'y a malheureusement que quelques parlementaires et personnes politiques de grande qualité qui n'arrivent pas à rallier des bonnes volontés à l'intérieur du jeu politique. Donc si la politique n'est pas une voie, si la révolte populaire, les manifestations ne sont pas une voie parce que le pouvoir est prêt à tout détruire, que nous reste-t-il ? Et c'est là où je poursuis ma réflexion en disant qu'est-ce qui leur fait le plus peur ? Si on regarde objectivement, ils ont le champ libre aujourd'hui, ils se permettent des choses qui ne se seraient jamais permis avant, ou plutôt que le peuple n'aurait jamais permis qu'ils s'octroient comme liberté ou comme transgression ou comme abus. Qu'est-ce qui leur fait peur ? Eh bien, en fait, on trouve la justice d'un côté, je sais, elle est très dégénérée, et l'information de l'autre, je sais, elle est très dégénérée. Vous avez peut-être observé que l'agrément anticorruption d'Anticor, cette association qui s'est créée spécialement pour pouvoir attaquer ceux qu'il y a attaqués sur les affaires de corruption, a été annulé par le tribunal administratif avec un effet rétroactif au 2 avril 21. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette annulation fait tomber mécaniquement
un ensemble de procédures ouvertes sur des faits de corruption graves. Et Philippe Murer, que j'aime bien citer étant donné sa lucidité sur les choses, relève que les faits de corruption ne pourront plus être poursuivis en justice par anticorps, la Macronie est contente, elle sera moins inquiétée dans ses multiples affaires de corruption. Mais évidemment que si on attaque la possibilité de saisir la justice, on comprend bien que la justice contient encore une certaine menace. Alors évidemment, nous avons une justice de classe, nous avons une justice de caste, nous avons une justice qui elle-même est quand même assez largement corrompue, pas forcément au sens d'acheter les gens, mais que tout le système n'est plus configuré pour servir la justice au sein du royaume de France comme Saint-Louis à l'époque. Cela dit, je me permets de mentionner une nouvelle fois cette plainte aux États-Unis déposée par plusieurs États, dont la Louisiane et le Missouri, contre l'administration fédérale et le gouvernement Biden, pour avoir, à travers les réseaux sociaux et la presse, attenté à la liberté d'expression constitutionnelle, notamment de scientifiques qui savaient de quoi ils parlaient et qui essayaient, un peu désespérément, de contrer les mensonges du discours officiel sur le Covid. Et en fait, ce cas poursuit son chemin depuis 1 année et demie, et donc je vous mets la référence à travers une récente prise de parole de Jay Bhattacharya, épidémiologiste qui fait partie des plaignants, avec un lien qui permet de retracer tout l'historique de cette poursuite, mais qui, la justice a tendance à être plus indépendante aux États-Unis, a de fortes chances d'aboutir, et si c'est le cas, la citadelle tombe. Alors évidemment, du côté de l'information, on sait ce qu'il en est. Les journaux aujourd'hui, une nouvelle fois, vous cachent ce qu'il y a à savoir, vous donnent des informations qui soit sont carrément fausses, soit sont tellement fragmentaires et orientées qu'il n'y a rien d'intéressant à en tirer. Et donc, évidemment que s'il y a ce processus de façonnage, de contrôle et de censure de l'information, c'est bien parce que ça leur fait peur. On en a eu un exemple éclatant avec la tentative du gouvernement français, mais vraiment, quelle crapule, une nouvelle fois, de suspendre l'accréditation de François, qui fait un travail journalistique remarquable depuis 3 ans. Bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec toutes les personnes qu'ils invitent, mais au moins, ils abordent les vrais sujets et donnent la parole à des personnes qui savent de quoi ils parlent. Eh bien, malgré tout, et malgré le fait que l'ARCOM, qui est l'agence d'État soviétique à la botte du pouvoir macronien, a essayé de torpiller ça, et voyez, un tribunal administratif a établi, ou plutôt rétabli intégralement l'accréditation de François. Récemment, Le Monde a été condamné pour une campagne de dénigrement absolument scandaleuse, mais on comprend bien le problème. François est le seul média en France, avec quelques autres, à aborder des questions comme les soupçons de corruption autour de Madame von der Leyen. Vous voyez, avec des articles qui, bien sûr, sont susceptibles de fâcher le pouvoir, quand les médias français méprisent le devoir d'informer, parlent des chroniqueurs, des journalistes qui eux-mêmes révèlent qu'ils sont obligés de confesser des choses fausses, voire des mensonges, qu'ils n'ont pas le choix, que c'est comme ça que ça marche, qu'il y a un complexe industriel de la censure, et puis d'aborder bien sûr les vraies questions importantes actuelles, comme le fait que l'Union européenne, l'affreux monsieur Thierry Breton en a donné maints exemples, veut contrôler l'information, et bien sûr pas pour s'assurer de son aspect véridique, mais que seule l'information conforme aux plans foireux et aux mensonges d'État transparaisse, et vous voyez que même le dessein de presse est actuellement menacé. Alors évidemment, les journalistes sont tellement stupides ou lâches ou largués ou captifs qu'ils creusent leur propre tombe. Et donc aujourd'hui, il y a un projet, comme toujours au niveau européen, qui prévoit l'espionnage des journalistes. Donc des journalistes qui défendent bec et ongle avec toute la propagande et les mensonges disponibles, un projet qui vise à les mettre sous une surveillance absolue et bientôt d'ailleurs les faire disparaître au profit de l'intelligence artificielle. Donc heureusement qu'il y a des contre-pouvoirs et quelques médias indépendants comme François et d'autres qui parlent en donnant la parole à des spécialistes de la réalité de ce complexe industriel de la censure et de la désinformation, qui donnent aussi des guides éclairés de lutte contre la désinformation. Et c'est bien sûr ce que nous faisons tous.
nous donnons des clés de lecture. Alors je suis d'accord, c'est pas l'équivalent d'une action politique qui ferait tomber le gouvernement Macron et qui permettrait d'assainir l'entier des institutions de nos pays, mais c'est déjà ça. Et donc je tiens à rendre hommage ici, je suis sûr malheureusement que je vais oublier des titres importants ou des personnalités importantes, à tous les médias indépendants qui font un travail évidemment remarquable. En Suisse, il y a covidog.ch, l'impertinent média avec Amel Debay, l'antipresse avec Slobodan Despot, Radio Libre, une radio qu'il vaut vraiment la peine d'écouter. En Belgique, nous avons Kairos Press, nous avons BAM, British Alternative Media. Il y a quelques journalistes dans le mainstream qui se distinguent vraiment par une probité, et notamment une probité au niveau de l'honnêteté intellectuelle, comme Yvan Rioufol et son blog. Vous voyez, un titre d'article contre l'omerta officielle, dire et montrer. Mais oui, c'est ça notre taf. Faut citer Pascal Praud, qui a eu le courage d'inviter un grand nombre de personnalités que ses confrères ostracisaient. Malheureusement, il invite parfois des chroniqueurs comme Laurent Geoffin ou le monsieur qui disait « taisez-vous », qui juste n'auraient aucune place sur aucun plateau tellement ils sont toxiques et veillent à empêcher que l'information circule librement. Mais enfin, rendons quand même hommage à Pascal Praud. Évidemment, André Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio. Et puis des journalistes indépendants comme Alexis Poulain, qui a droit à un traitement de faveur, puisque je montre un torchon de Libération qui s'est attaqué à lui, influenceur insoumis ou idiot utile de l'extrême droite. Non, les idiots utiles du fascisme, c'est Libération. Nicolas Vidal et Putsch Média, Éric Morillo et les Incorrectibles, bien sûr Carl Zero qui fait un très très beau travail, le magazine Nexus, sans publicité, qui aborde tous les vrais sujets avec une rigueur remarquable, Radio Courtoisie, et bien sûr Off Investigation avec Jean-Baptiste Rivoire, et puis mentionnons encore quelques autres, le Média en 442, Jérémy Mercier, Radio Électron Libre, Mike Borowski. Je suis désolé pour tous ceux que j'oublie, je suis sûr qu'il y en a même des très évidents, mais voilà, quand on fait une liste, c'est toujours le risque, et donc qui font ce travail que les médias ne font plus. Et je voulais mentionner avec comme conséquence que la confiance de la population dans les médias s'effondre. Vous voyez, elle est à 26% aux États-Unis, elle est à 29% en France, et étant donné la malhonnêteté crasse des rédactions aujourd'hui concernées, alors de nouveau, les journalistes font ce qu'ils peuvent et sans doute qu'un certain nombre d'entre eux sont bien malheureux de ce qui leur arrive, mais c'est une situation qui est totalement inacceptable. Et donc, voilà, ça c'est la réalité de cet effondrement. Alors ils sont portés à bout de portant par des subventions massives de la part de l'État macronien, et ils appartiennent à des oligarques peu recommandables par ailleurs, mais il faut savoir que nos médias alternatifs font des cartons en termes d'audience. Ma modeste web TV que je fais tout seul chez moi avec l'énergie de ma passion a fait plus de 4 millions de vues en 2 mois. J'ai souvent dit que depuis le début de mes interventions sur le Covid, entre l'écrit et les vidéos, j'ai dû rejoindre à peu près 50 millions. Il y a eu 50 millions de visionnements ou de lectures. Donc c'est phénoménal par rapport au tirage de la presse. Et donc la réalité, c'est que notre effort, même s'il est marginal, même si malheureusement il s'adresse presque essentiellement aux gens qui sont déjà convaincus, mais avec le gain énorme d'apporter une qualité d'information remarquable, eh bien, ont en réalité une place majeure dans le paysage cognitif français. Alors, creusons un peu l'antipresse de mon ami Slobodan Despot, qui est vraiment une feuille mais remarquable, très, très intelligente, très littéraire, très complexe. Et bien sur son site, Slobodan explique, plutôt répond à une objection possible, on trouve beaucoup d'informations gratuites sur Internet, pourquoi devrais-je payer pour l'antipresse ? Et il rappelle, comme on dit en anglais, il n'y a pas de dîner gratuit. Si vous ne payez pas pour votre information, cela signifie que quelqu'un d'autre la finance. Dans ce cas, vous entrez dans l'équation en tant que produit et non pas en tant que client. Ça ne veut pas dire que le contenu sera mauvais ou truqué, pas systématiquement, seulement qu'il faut bien réfléchir pourquoi on vous offre des contenus dont la production, elle, n'est pas gratuite. Et il rappelle en ce qui concerne l'antipresse, donc son remarquable hebdomadaire, il n'a pas pour but de vous fournir de l'information, mais des idées, de la connaissance et un itinéraire de vie. En partageant du vivant, effectivement, c'est ce dans quoi on est.
Alors, en ce qui concerne ma propre web TV, j'ai conscience de m'adresser en fait à deux publics. Le premier, c'est celui effectivement des déjà convaincus, et on peut considérer que ça n'est pas très utile dans le sens où ça ne fait pas bouger les lignes, mais en même temps, l'intelligence, la culture et la compréhension qui existent aujourd'hui au sein de la résistance sont très importants. Ça nous permet d'être très outillés, et c'est pour ça notamment que les lâches du camp d'en face, comme M. Berset, comme M. Véran, comme d'autres, refusent systématiquement tout débat. Pourquoi ? Parce que nous sommes tellement informés sur la réalité des choses et nous maîtrisons tellement l'argumentaire qu'il serait démoli instantanément. Et donc, malgré tout, cette action est utile. Mais l'autre, c'est aussi de présenter des informations que des gens déjà convaincus peuvent, selon les cas, entreprendre de relayer à des personnes de leur entourage qui, elles, ne sont pas conscientes, mais peut-être commencent à se poser les questions. Alors, je vais lancer la semaine prochaine un appel à soutien pour cette chaîne de Web TV. Vous pouvez imaginer, je crois, la somme de travail que ça représente pour produire de jour en jour des capsules d'informations de qualité, sourcées. Donc voilà, effectivement, je ne ménage pas mes efforts. Et comme j'ai choisi de mettre l'essentiel des contenus disponibles gratuitement pour que ça puisse circuler et rejoindre, eh bien ça veut dire que je vais lancer un appel, soutenez-nous pour que nous puissions continuer à vous soutenir. Et puis cet été, je vais lancer toute une série sur 8 semaines qui s'appellera Covid non censuré, dans lequel je reprendrai toutes les différentes questions qui se posent autour du Covid. Quelle a été la gravité de cette épidémie? Quelle a été sa mortalité et sa létalité réelle? Est-ce qu'on avait des traitements qui pouvaient aider? Est-ce que les mesures de contrainte imposées étaient réellement nécessaires? Que dit la vraie science? De sorte à pouvoir déconstruire sans agressivité, mais vraiment de la manière la plus factuelle possible. Voilà ce que vous avez cru parce que les médias et les politiciens et les médecins de plateau vous l'ont dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait de ces réalités? Qu'en est-il? Et quels sont les constats qu'on a pu poser, de sorte à produire chaque jour un épisode de 10 minutes qui puisse après vraiment faire référence, c'est-à-dire comme l'ont fait Pierre Chaillot, Laurent Toubiana ou Christine Coton, qu'on retrouve dans ces différents épisodes tout ce qu'il y a à savoir, c'est-à-dire de manière indiscutable parce que les données ont été établies et vérifiées. Alors voilà, je terminerai cette émission un peu plus longue qu'à l'accoutumée en disant oui, nous sommes très démunis face à la concentration de pouvoir qu'il y a dans les mains de ceux qui nous oppriment, mais une grande partie de l'équation tient à notre détermination inflexible. Et je vais vous mettre quelques citations d'un artiste américain que j'aime beaucoup, Johnny Cash, qui était évidemment chanteur et musicien dans le registre un peu country, mais dont il disait que c'était le blues des Blancs. Et souvent, ces gens qui ne sont pas des intellectuels ou des universitaires sont beaucoup plus cultivés qu'on le pense. C'était le cas d'ailleurs d'Elvis Presley, qui est un très grand lecteur. Il lisait énormément sur plein de sujets différents. Et voilà par exemple ce que disait Johnny Cash. Il disait « C'est bon de savoir qui vous déteste, et c'est bon d'être détesté par les bonnes personnes. » Donc moi, que des Enthoven, Rudi Reichstadt, que des journalistes débiles, que des hommes politiques véreux s'attaquent à nous, franchement, c'est une très bonne chose. On est haïs par les bonnes personnes. Une autre chose qu'il disait, ça m'inspire beaucoup, il disait « Vous pouvez demander aux gens qui me connaissent, je n'abandonne pas. Je n'abandonne jamais. » Et je ne dis pas ça par frustration ou par désespérance, je dis que je n'abandonne pas, pour une raison bien simple, je n'abandonne pas parce que je n'y crois pas. Et donc, au fond, la question qui nous est posée, c'est d'être encore plus déterminé, encore plus entêté, que ce soit encore plus inconditionnel et non négociable pour nous, que nous ne lâcherons jamais ce combat-là. Je vous présente une image d'un défilé qui a eu lieu le 3 septembre 1944 à Bergerac. Les hommes que vous voyez là sont les membres d'une section de la résistance qui s'appelait Tuyaux de poêle, comme quoi ils avaient de l'humour. Et ces gens, pendant des mois et des années, ont risqué leur vie parce qu'ils refusaient de se soumettre à l'inacceptable. En faisait partie mon grand-père, mon oncle, mon grand-père qui avait perdu une main dans des opérations de déminage lors de la Première Guerre mondiale,
se relevait la nuit. Il était secrétaire de commune pour faire des faux papiers pour des fugitifs juifs qui l'hébergeaient dans sa maison. Et de sa seule main valide, il allait déminer des mines posées par les Allemands dans le maquis de Bergerac. S'ils avaient été découverts, toute la famille aurait été déportée ou fusillée. Et vous voyez, ils ne se sont pas posé la question une seule seconde. Et d'ailleurs, après la guerre, mon grand-père a refusé toute décoration en disant « Je n'ai fait que mon devoir d'être humain ». Malheureusement, nous sommes de retour dans quelque chose qui est la continuité de cette époque. J'ai eu l'honneur de préfacer le livre « L'Internationale nazie » d'Ariane Biran. Je vous conseille la couverture qu'en a faite Catherine Stora sur Mabatim Info, Regard juif de Versailles. Il a été publié il y a quelques jours. Elle décrit ainsi son expérience. Un ami m'a prêté l'autre jour un petit livre que j'ai parcouru avec effroi. Je viens de le relire. Il se lit en une après-midi car le texte proprement dit ne fait qu'une 50aine de pages. Son titre, L'Internationale nazie, fait froid dans le dos. Il suggère que non seulement les nazis n'ont pas disparu, mais qu'ils sont partout, que la planète entière est infestée de nazis, ce que son auteur nous démontre au fil des pages impitoyablement. Nous ne pouvons pas nous permettre de naïveté. Si vous n'avez pas encore compris que Klaus Schwab, que Ursula von der Leyen, que l'OMS sont aujourd'hui aux mains des nazis, et pas seulement par métaphore, idéologiquement, par continuité héréditaire, on sait comment les principaux dignitaires nazis ont été exfiltrés pour prendre la tête de l'OTAN, de l'ONU, de l'OMS, des programmes de recherche scientifique aux États-Unis et même en France. Et quelques générations plus tard, il apparaît que les nazis ont sacrifié l'Allemagne, mais qu'ils n'ont pas perdu la guerre. Ils sont de retour, et le délire transhumanisme fasciste totalitaire auquel nous nous affrontons est la continuité de la volonté d'imposition d'un Reich mondial. Je vous réfère à ce livre et à cet article. Si vous avez des doutes, prenez connaissance des faits. Alors je citerai une ultime fois Johnny Cash. Vous voyez, il disait « Je ne suis pas vraiment concerné par les frontières et les limites. » Et notamment, voilà, je suis un chanteur, je suis un entertainer, quelqu'un qui fait du divertissement, mais en fait, ce que je fais, c'est que je suis ma conscience et mon cœur. Et je vous recommande de faire la même chose. Suivez votre cœur, c'est ce que je fais. La compassion est quelque chose qui est abondant chez moi parce que j'ai traversé beaucoup de souffrances dans ma vie. Toute personne qui a traversé beaucoup de souffrances a beaucoup de compassion. Et donc, la raison pour laquelle nous nous arrêterons jamais, la raison pour laquelle nous finirons par vaincre, parce que nous ne braderons jamais quoi que ce soit de l'essentiel, c'est cette conscience aiguë qu'on est en train de se prendre aux plus faibles des membres de la société, qu'on est en train de violenter l'enfance, les femmes, les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes en situation socio-économique difficile. C'est un agenda profondément antisocial où les plus riches instrumentalisent les quelques privilégiés restants de la classe moyenne pour continuer de plonger dans la misère et d'asservir la population et en particulier ces groupes les plus vulnérables. Et voilà, tant qu'il y aura un souffle de vie en nous, nous ne lâcherons pas et nous avons besoin de vivre cette grande aventure ensemble. Donc, merci d'être là, merci de votre accompagnement, merci de vos messages de soutien. Je n'ai malheureusement pas le temps matériel de répondre. Et puis, si vous pouvez faire cet effort de nous soutenir, je lance ma propre campagne de levée de fonds pour cette chaîne la semaine prochaine, ou n'importe lequel ou tous de ces médias indépendants qui font le travail. Eh bien voilà, nous espérons pouvoir compter sur vous comme vous pouvez à coup sûr compter sur nous. Bon week-end. Merci.